La randonnée peut être une aventure incroyable, mais elle peut aussi se révéler mortelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 histoires réelles des décès de randonneurs les plus troublants de 2024. Ces tragédies montrent à quelle vitesse la beauté de la nature peut devenir une menace mortelle. Ces récits illustrent les risques que l'on encourt en s'aventurant dans la nature sauvage. Le 18 octobre 2024, à Tellico Plains, dans le Tennessee, une région paisible entourée de forêts denses et de routes pittoresques, un appel au 911 a perturbé le calme ambiant. Un homme se présentant comme Brandon Andrade a affirmé être tombé d'une falaise alors qu'il était poursuivi par un ours. Blessé et partiellement immergé dans l'eau, il a supplié qu'on vienne à son secours. Ce qui semblait au départ être un tragique accident s'est rapidement transformé en une affaire complexe impliquant une tromperie, une identité volée et une traque à l'échelle nationale. Les secours se sont précipités près du pont Charles Hall sur la Chero-Alaska Highway, une route de 70 km reliant le Tennessee et la Caroline du Nord. Sur place, ils n'ont pas trouvé l'appelant, mais plutôt un homme sans vie. Les papiers d'identité indiquaient qu'il s'agissait de Brandon Christopher Andrade. Au début, les autorités ont cru à son histoire de chute après une poursuite par un ours. Cependant, un examen plus approfondi a soulevé des doutes. Les blessures ne correspondaient pas à celles attendues après une attaque d'ours ou une chute de grande hauteur. Quelque chose clochait. En poursuivant l'enquête, les autorités ont découvert que le défunt n'était pas Brandon Andrade. L'identité avait été volée et utilisée auparavant à des fins frauduleuses. La victime a finalement été identifiée comme étant Stephen Douglas Lloyd, un homme de 34 ans originaire de Knoxville dans le Tennessee. La vie de Stephen Lloyd était compliquée. Il avait grandi en famille d'accueil avant d'être adopté par une famille aimante. Il souffrait de problèmes de confiance et avait été diagnostiqué avec un trouble de l'attachement réactif, ce qui rendait difficile pour lui de créer des liens solides. Malgré ces défis, Lloyd était décrit comme une personne gentille et profondément connectée à la nature. Bien qu'il ait parfois vécu dans la rue, il restait en contact avec sa famille. Les enquêteurs ont découvert que Lloyd avait été attiré dans les bois par une personne en qui il avait confiance. Nicholas Wayne Hamlet, un homme de 45 ans au passé violent et doué pour la manipulation. Hamlet était déjà recherché en Alabama pour violation de liberté conditionnelle et avait été condamné pour un acte violent en 2009. À l'époque, il avait attiré un homme dans une zone boisée sous de faux prétextes, l'avait menacé avec une arme et avait l'intention de lui faire du mal. La victime avait survécu, ce qui avait conduit à la condamnation de Hamlet pour agression avec violence. Cette fois, les actions de Hamlet étaient encore plus sinistres. Il avait gagné la confiance de Lloyd, probablement en exploitant ses vulnérabilités. Une fois qu'il l'eut attiré dans les bois isolés près de la Chero-Alaska Highway, il lui a infligé des blessures mortelles par traumatisme contondant. L'objectif de Hamlet était de voler l'identité de Lloyd pour échapper aux autorités. Pour induire les enquêteurs en erreur, Hamlet a mis en scène une attaque d'ours et a passé l'appel au 911 en utilisant le nom Brandon Andrade. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, il a fourni de fausses informations, retardant leur capacité à l'identifier. Avant qu'ils ne puissent rassembler les indices, Hamlet avait fui le Tennessee. Une traque multistatique a été lancée, les autorités avertissant que Hamlet était dangereux et probablement armé. La recherche s'est étendue à plusieurs États, dont le Tennessee, le Montana, l'Alaska, le Kentucky, la Caroline du Nord et la Floride. Le service des marshals des États-Unis a publié une affiche de recherche et offert une récompense de 5 000 $ pour toute information menant à son arrestation. La capacité de Hamlet à utiliser de fausses identités et à se fondre dans la foule a rendu sa traque particulièrement difficile. Le soir d'Halloween, il a été aperçu à Chapin, en Caroline du Sud, où il avait des liens familiaux. Malgré les efforts des autorités locales, Hamlet a réussi à s'échapper une nouvelle fois. La percée est survenue le 10 novembre 2024, presque 3 semaines après la mort de Lloyd. Un employé d'un hôpital de Columbia, en Caroline du Sud, a reconnu Hamlet sur une affiche de recherche et a alerté les autorités. Hamlet, qui s'était enregistré sous un autre alias, a été arrêté sans résistance. Son identité a été confirmée par ses empreintes digitales. Le shérif du comté de Monroe, Tommy Jones, a exprimé sa gratitude pour l'aide du public, soulignant que l'implication de la communauté avait joué un rôle clé dans la capture de Hamlet. Le processus d'extradition a commencé pour ramener Hamlet au Tennessee, où il devait faire face à des accusations liées à cette affaire. La famille de Stephen Lloyd était dévastée par la perte de leur fils, qui avait placé sa confiance en la mauvaise personne. Les autorités ont décrit Hamlet comme un individu manipulateur qui exploitait les autres à son profit. Cette affaire a montré les dangers de croiser le chemin de quelqu'un d'aussi calculateur et dangereux que Hamlet. Bien que Hamlet soit désormais en détention, la perte tragique de Stephen Lloyd laisse une profonde empreinte.
Son histoire nous rappelle de rester prudent face à des personnes inconnues car les apparences peuvent souvent être trompeuses. Le 5 janvier 2024, dans le comté de Tulare, en Californie, un groupe de 13 amis originaires de l'Utah a entrepris une aventure de canyoning. Leur destination était les 70 Cup, un site à la fois difficile et magnifique, connu pour ses formations rocheuses impressionnantes et ses bassins en cascade. Ce sentier, prisé des amateurs de sensations fortes, exigeait endurance et compétence, car les randonneurs devaient naviguer sur des pentes abruptes et des rochers glissants. Parmi le groupe se trouvaient 3 amis proches. Janine Skinner, 34 ans, diététicienne et coach en santé. David Bell, 48 ans, leader communautaire et cofondateur du Harrington Center for the Arts. Et Pete Hone, 48 ans, un passionné de plein air expérimenté. Le trio partageait un amour profond pour la nature, trouvant souvent paix et joie dans les aventures en extérieur. Le leader du groupe, familier avec les complexités du sentier, les a guidés à travers ce terrain accidenté. Les esprits étaient au plus haut alors que les aventuriers approchaient de la dernière partie de leur parcours. Vers la fin, ils ont atteint un petit bassin au pied d'une chute de 4 pieds. Le bassin semblait calme et invitant, un endroit parfait pour se rafraîchir après des heures d'efforts intenses. Janine a été la première à sauter. Confiante et prête à se détendre, elle a plongé dans l'eau, inconsciente du danger caché sous la surface. Un courant puissant, probablement causé par un tronc d'arbre ou un rocher immergé, avait créé un tourbillon. Le courant a piégé Janine, l'empêchant de remonter à la surface. Ses amis ont immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas. Pete a réagi rapidement, plongeant pour lui porter secours. À un moment donné, il a réussi à s'échapper du tourbillon et a tendu la main à Janine, mais elle n'a pas pu l'attraper. Déterminé à la sauver, Pete est retourné dans l'eau, se mettant à nouveau en danger. David, voyant Pete en difficulté, a pris la courageuse décision de se joindre à la tentative de sauvetage. Il a brièvement échappé au courant mais a vu Pete perdre connaissance. Dans un dernier acte de bravoure, David s'est à nouveau jeté dans le tourbillon pour essayer de sauver ses amis. Tragiquement, tous les 3 ont été submergés par la force de l'eau et ont perdu connaissance. Le reste du groupe est passé à l'action, sortant les 3 amis de l'eau en moins de 7 minutes. Une scène tendue et émotionnelle s'est déroulée alors qu'ils tentaient de les réanimer en pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire pendant plus de 20 minutes. Lorsque les secours sont arrivés, ils ont confirmé la terrible nouvelle. Janine, David et Pete étaient décédés. La nouvelle de cette tragédie a profondément affecté leur communauté en Utah. Amis, familles et proches ont pleuré la perte de 3 individus vibrants qui avaient touché d'innombrables vies. Un groupe Facebook intitulé « David, Janine, Pete Celebration of Life and Friendship » est devenu un espace pour partager des souvenirs et honorer leur héritage. David Bell a été décrit comme un leader altruiste et inspirant. Il avait cofondé le Harrington Center for the Arts et organisé des événements à travers son entreprise, Runtastic Events, soutenant des causes comme la recherche sur le cancer, les activités sportives pour les jeunes et la sensibilisation à la santé mentale. Valencia Green, sa sœur, a rappelé son lien profond avec la nature et comment il trouvait une connexion spirituelle avec Dieu en plein air. Janine Skinner, connue pour son esprit d'aventure et sa personnalité douce, avait laissé une empreinte durable en tant que diététicienne et amie. Son rire contagieux et sa capacité à embrasser la vie avec gentillesse et courage ont été chaleureusement rappelés par ceux qui la connaissaient. Earn a été célébré pour son audace et son altruisme. Sa famille et ses amis ont admiré sa bravoure, notant que ses derniers instants reflétaient son caractère, toujours prêt à mettre les autres avant lui-même. Pour aider à couvrir les frais funéraires, les familles ont lancé des campagnes GoFundMe, qui ont reçu un large soutien. Les hommages ont afflué, des souvenirs touchants partagés par des amis aux condoléances d'étrangers émus par cette histoire. La perte de Janine, David et Pete a résonné profondément, laissant un vide dans leur communauté. L'histoire de ces 3 amis est un rappel des liens d'amitié et du courage qu'ils ont montrés face au danger. Bien que leur vie ait été tragiquement écourtée, leur mémoire perdure, inspirant les autres à chérir chaque instant et les liens qu'ils partagent avec leurs proches. Le 9 juillet 2024, en Roumanie, un pays célèbre pour ses paysages magnifiques et l'une des plus grandes populations d'ours bruns d'Europe, Maria Diana, une randonneuse de 19 ans, a décidé d'explorer les montagnes Bousségi avec son petit ami. Ce qui a commencé comme une journée d'aventure s'est transformé en une tragédie déchirante. Maria était une randonneuse passionnée qui aimait être en plein air. Ce matin-là, elle et son petit ami ont commencé à parcourir le sentier Gepimisi, un itinéraire bien connu mais difficile près de Valea Spumoasa, une cascade paisible dans les montagnes. Tous deux étaient préparés et enthousiastes pour cette excursion, inconscients du danger qui les guettait.
Alors qu'ils grimpaient, un grand ours brun est soudainement apparu sur le sentier, bloquant leur chemin. Surpris, ils se sont figés. Bien que les ours évitent généralement les humains à moins d'être provoqués, celui-ci a montré une agressivité inhabituelle. Le petit ami de Maria, dont le nom n'a pas été révélé, a raconté plus tard cette rencontre terrifiante. Il a dit avoir essayé d'effrayer l'ours en faisant du bruit, espérant qu'il partirait, mais l'ours n'a pas reculé. Au contraire, il a chargé vers eux. Paniqué, le couple a contacté les services d'urgence roumains Salvamont Praova. Maria, tremblante, a décrit la situation à un répartiteur, insistant sur l'approche de l'ours. Les supplications désespérées de son petit ami pouvaient être entendues en arrière-plan alors que l'ours se rapprochait. L'ours a attaqué Maria, lui saisissant la jambe avec une force immense. Son petit ami a tenté de l'aider, mais il n'a pas pu empêcher l'ours de traîner Maria hors du sentier et dans une végétation dense. La situation a rapidement dégénéré. L'ours a entraîné Maria vers le bord d'une falaise abrupte de 120 mètres. Dans la confusion, Maria a crié et a essayé de résister, mais la force de l'ours l'a submergée. Des témoins ont déclaré plus tard qu'elle aurait pu glisser ou perdre pied pendant la lutte. L'appel avec les services d'urgence s'est brusquement interrompu. Selon les secours, Maria est tombée ou a été poussée par l'ours au-dessus de la falaise. L'animal l'a suivie dans le ravin d'une profondeur d'environ 120 mètres. Tragiquement, Maria a perdu la vie. Les secouristes de Salvamont Praova se sont précipités sur les lieux. Le terrain accidenté et l'agressivité de l'ours ont rendu l'opération extrêmement dangereuse. À leur arrivée, ils ont trouvé l'ours près du corps sans vie de Maria au fond de la falaise. L'ours est resté agressif, obligeant l'équipe de secours à prendre des mesures défensives. Ils n'ont eu d'autre choix que d'abattre l'animal pour assurer leur sécurité et récupérer les restes de Maria. Les autorités ont confirmé plus tard que les blessures de Maria étaient graves et qu'elle n'aurait pas pu survivre. Dan Banou, chef de l'équipe locale de secours en montagne, a décrit l'événement comme l'un des plus terribles de ces dernières années. Le petit ami de Maria, qui a assisté à toute la scène, a été retrouvé physiquement indemne, mais profondément traumatisé. Il avait désespérément tenté d'effrayer l'ours et a exprimé plus tard des sentiments de culpabilité, souhaitant avoir pu prendre sa place. La tragédie a choqué la communauté locale et a soulevé des questions sur le comportement des ours en Roumanie. Des experts ont commencé à enquêter sur les raisons de l'agressivité de l'ours. Bien que les ours bruns soient connus pour attaquer s'ils sont provoqués ou pour protéger leurs petits, cet incident était différent. Carmen Strungaru, experte en faune sauvage, a suggéré que l'ours pourrait avoir été malade, peut-être atteint de la rage, ce qui expliquerait son agressivité. Une autre théorie était que la chaleur extrême de l'été aurait pu stresser l'animal, affectant son comportement. Certains experts se sont demandé si l'ours avait intentionnellement traîné Maria au-dessus de la falaise. La Roumanie abrite environ 8000 ours bruns, ce qui rend les rencontres entre ours et humains assez fréquentes. Bien que la plupart soient non violentes, les rapports d'attaque ont augmenté. Entre 2016 et 2021, il y a eu 14 décès et 158 blessures causées par des rencontres avec des ours dans le pays, selon la World Animal Foundation. Les écologistes attribuent cette augmentation des incidents à la perte d'habitat due à la déforestation, à la construction et au changement climatique. Alors que l'activité humaine perturbe les territoires des ours, ces derniers sont forcés de se rapprocher des zones habitées. Les ours sont également souvent attirés par la nourriture laissée par les touristes. Le gouvernement roumain a introduit des mesures telles que le déplacement des ours agressifs et l'autorisation pour les autorités de neutraliser les ours représentant une menace immédiate. Cependant, certains militants estiment que des actions préventives, comme des poubelles sécurisées et une éducation du public, sont nécessaires pour garantir la sécurité des humains et de la faune. L'histoire de Maria Diana est un rappel dévastateur des risques liés à la rencontre avec la faune sauvage. Bien que les montagnes Boussegui restent une destination magnifique, son expérience tragique souligne la nécessité de faire preuve de prudence et de respect lors de l'exploration de la nature. Le 27 janvier 2024, près de Hanksville, dans l'Utah, à un endroit appelé Moonscape Overlook, connu pour son terrain lunaire, avec ses mésas grises, ses falaises et ses vues imprenables sur la vallée bleue en contrebas, un jeune photographe passionné de 19 ans, Jonathan Fielding, originaire de Blue Springs, dans le Missouri, a récemment déménagé à Orem, dans l'Utah, et a rejoint ses amis pour une séance photo afin de capturer le paysage désertique à couper le souffle. Jonathan était le seul fils d'une famille de 6 enfants. Connu pour son intelligence et sa gentillesse, il excellait dans le sport, les études et la photographie. Il était un Eagle Scout et un athlète talentueux en athlétisme. Sa famille l'a décrit comme une personne authentique et attentionnée qui apportait du bonheur à son entourage.
Sa sœur, Rebecca, l'appelait souvent sa personne, quelqu'un sur qui elle pouvait toujours compter. À Moonscape Overlook, Jonathan était dans son élément, explorant les angles et la lumière pour photographier le paysage spectaculaire. Cependant, les falaises de la région, bien que magnifiques, étaient instables en raison de l'érosion. Alors qu'il tentait de capturer le cliché parfait, Jonathan s'est approché du bord, ignorant l'avertissement d'un ami. Le sol sous ses pieds a soudainement cédé, et il est tombé de 430 mètres dans le canyon en contrebas. Ses amis, sous le choc, ont immédiatement appelé à l'aide. Les équipes de secours sont arrivées rapidement, mais Jonathan n'avait pas survécu à la chute. La nouvelle a dévasté sa famille. 2 jours plus tard, Rebecca a voyagé du Missouri à l'Utah pour se rendre à l'endroit où son frère avait trouvé la mort. Le trajet jusqu'à Moonscape Overlook était difficile, avec des routes accidentées menant au site. À son arrivée, Rebecca a été frappée par l'apparence trompeuse des falaises, semblant solides mais dangereusement instables. Elle a décrit la zone comme sauvage et impitoyable et a été alarmée de voir des randonneurs s'approcher du bord, inconscients des risques. Déterminée à honorer la mémoire de son frère, Rebecca a laissé un journal sur place. Initialement, elle avait prévu d'écrire une lettre d'adieu, mais alors qu'elle était assise sur le rebord, un rayon de soleil a percé à travers les nuages, lui apportant du réconfort. Au lieu de dire au revoir, elle a rempli le journal de souvenirs de son frère. Le journal est devenu un hommage à la vie de Jonathan. Les randonneurs qui l'ont trouvé y ont ajouté leur message et il est finalement devenu connu sous le nom de Journal de Jonathan Fielding. Une page Facebook a été créée pour suivre ses déplacements, permettant aux gens de se connecter à travers leur chagrin partagé et leur appréciation pour l'histoire de Jonathan. Rebecca a trouvé du réconfort dans cet hommage collectif qui lui a fait sentir moins seule. Pour elle, le journal symbolisait l'héritage de son frère, unissant les gens pour réfléchir aux risques de l'exploration de la nature et à la valeur de la vie. Des services commémoratifs ont été organisés pour Jonathan en Utah et au Missouri. Amis et familles se sont réunis pour partager des histoires sur sa gentillesse et sa passion. Ces photographies, reflets de son talent et de son dévouement, ont été exposées lors des cérémonies. Une image en particulier, récupérée de son appareil photo, a retenu l'attention. Une photo en pose longue des frères et sœurs observant les étoiles en Utah avec Jonathan utilisant une lampe torche pour dessiner un cœur dans le ciel. Pour Rebecca, ces photos étaient plus que des souvenirs. Elles servaient de rappel de la créativité et de l'amour de la vie de son frère. Il avait de grands rêves, mais plus important encore, il était une personne bienveillante qui se souciait profondément des autres. Rebecca a utilisé son chagrin pour sensibiliser au danger des falaises instables. Dans un post Facebook poignant, elle a exhorté les autres à faire preuve de prudence, leur rappelant qu'aucune vue ne valait le risque de perdre la vie. Elle a averti que même si le sol semblait solide, il pouvait encore s'éroder, et a exhorté les gens à ne pas prendre de risques inutiles. Son message a résonné auprès de nombreuses personnes et a servi de rappel des risques liés aux aventures en plein air. L'histoire de Jonathan a inspiré d'innombrables personnes à apprécier la beauté de la nature tout en respectant son imprévisibilité. L'héritage de Jonathan continue de toucher des vies. Le 14 décembre 2024, près de la chaîne de montagnes de Montserrat en Espagne, Isaac Andic, le milliardaire fondateur de Mango, profitait d'une randonnée en famille. À 71 ans, Andic était connu comme un homme d'affaires visionnaire, un père de famille dévoué et une figure éminente de la communauté catalane. Cependant, cette excursion s'est terminée par un tragique accident. Andic et sa famille, dont son fils Jonathan, exploraient les grottes de Salnitre, un site populaire mais difficile situé près de Barcelone. La chaîne de Montserrat, célèbre pour ses vues magnifiques, présente également des risques importants en raison de son terrain escarpé et accidenté. Vers 12h30, Andic a glissé en traversant une section abrupte du sentier, chutant d'environ 100 mètres dans un ravin. L'accessibilité difficile de la zone a compliqué les efforts de sauvetage. Jonathan a rapidement contacté les services d'urgence et les équipes de secours, y compris un hélicoptère, sont arrivées rapidement. Malgré leurs efforts, Andic n'a pas pu être sauvé. La police locale a confirmé que l'incident s'était produit lors d'une randonnée familiale, des témoins décrivant le tournant soudain et dévastateur des événements. La vie d'Isaac Andic était un parcours remarquable. Né à Istanbul en 1953, il avait déménagé en Espagne avec sa famille dans les années 1960, s'installant en Catalogne. Adolescent, il avait fait preuve d'un esprit entrepreneurial en vendant des t-shirts à ses camarades de classe. Ses débuts modestes ont ouvert la voie à son succès dans le commerce de détail, le conduisant finalement à fonder Mango en 1984 avec son frère aîné Naman.
Le premier magasin Mango a ouvert ses portes à Barcelone sur le Paseo de Gracia, symbolisant les aspirations de la marque. Sous la direction d'Andic, Mango s'est développé pour devenir l'un des plus grands détaillants de mode en Europe, avec près de 2800 magasins dans 120 marchés. En 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros, dont plus d'un tiers provenait des ventes en ligne. La vision d'Andic allait au-delà du succès commercial. Il mettait l'accent sur la qualité, l'accessibilité et l'innovation, positionnant Mango comme un concurrent sérieux face aux marques de fast fashion comme Zara. Ses réalisations lui ont valu de nombreux prix, dont le prix de la carrière entrepreneuriale du Royaume d'Espagne en 2024. Au-delà des affaires, Andic était un philanthrope dévoué et un membre éminent de la communauté juive catalane. Ses contributions à sa communauté et à l'industrie mondiale de la mode ont laissé une empreinte durable. La nouvelle de son décès a choqué l'Espagne et le monde de la mode internationale. Le PDG de Mango, Tony Ruiz, a publié une déclaration exprimant un profond regret face à la mort inattendue d'Isaac Andic, président non exécutif et fondateur de l'entreprise. Il a salué Andic comme un exemple pour tous, soulignant son héritage qui reflétait à la fois le succès de l'entreprise et ses qualités humaines. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a exprimé ses condoléances sur les réseaux sociaux, saluant les contributions d'Andic qui ont fait de Mango un leader mondial de la mode. Le président de la Catalogne, Salvador Illa, l'a décrit comme un homme d'affaires engagé qui a élevé le profil mondial de la région. Amis, collègues et personnalités politiques ont fait écho à ses sentiments, pleurant la perte d'un leader visionnaire. Les équipes de secours ont décrit l'opération pour récupérer le corps d'Andic comme particulièrement difficile en raison du terrain accidenté. Malgré leur intervention rapide, la chute s'est révélée fatale. Sa mort a laissé un vide important dans la vie de sa famille et de l'organisation Mango. Jonathan, qui se préparait à reprendre le rôle de son père, est désormais confronté à la responsabilité de perpétuer son héritage. Mango a réaffirmé son engagement à honorer la vision d'Andic. Le PDG Tony Ruiz a souligné qu'il était de leur responsabilité de s'assurer que Mango restait le projet qu'Isaac avait imaginé et dont il aurait été fier. La vie d'Andic a été marquée par la résilience, l'innovation et la détermination. De la vente de t-shirts dans sa jeunesse à la direction de l'une des marques de mode les plus prospères au monde, son parcours a inspiré de nombreuses personnes. Il a transformé Mango en une puissance mondiale, laissant derrière lui non seulement une entreprise florissante, mais aussi un héritage de leadership. L'industrie de la mode continue de réfléchir aux contributions d'Andic, tandis que des questions subsistent sur la tragédie. Des mesures de sécurité supplémentaires auraient-elles pu prévenir l'accident? Quelles mesures peuvent être prises pour garantir la sécurité des randonneurs dans des zones aussi dangereuses? Bien que sa disparition soit une perte profonde, les réalisations et la vision d'Andic assurent que son influence perdurera pour les générations à venir.